Les mathématiques, c'est pas seulement quelque chose d'utile, mais c'est aussi quelque chose de beau, de fun, d'agréable. Que tes vidéos avaient changé le rapport aux mathématiques de certains de tes élèves. Alors moi, au début, comme beaucoup de profs, j'étais un peu effrayée par l'intelligence artificielle, Qu'est-ce que ça change par rapport à un métier de professeur, ingénieur pédagogique? comme un prof de poche. C'est pas est-ce que c'est bien, pas bien, c'est comment faire pour que ce soit bien, puisque de toute façon, c'est là. Bonjour Estelle. Bonjour. Alors Estelle, bienvenue sur la chaîne. On s'est rencontrés à travers nos réseaux communs, notamment via Caroline Schlitz de Formation, ce qui est ta partenaire. Tu as un petit alias qui s'appelle Wonder Woman. Tu es Exactement. enseignante, autrice, vidéaste en mathématiques, cofondatrice de monprof.ai. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Bah là, c'est déjà pas mal. Donc, grosso modo, j'ai enseigné 10 ans à l'Éducation nationale les mathématiques, principalement au collège. Et en parallèle, je me suis lancée sur les réseaux sociaux avec la chaîne Wonder Woman pour faire de base du contenu scolaire mathématique, puis ensuite tout ce qui touche de près ou de loin aux maths. J'ai désormais mon site internet wonderwoman.fr. On peut retrouver des cours gratuits pour l'instant préparer le brevet. Et en effet, à côté, j'ai cofondé monprof.ai, qui est un chatbot sur WhatsApp pour aider les lycéens à avoir le bac. D'accord. Et sur ta chaîne, si on revient un petit peu sur la partie vidéo, t'es sur quel réseau? T'es sur YouTube, Alors peut-être? YouTube, ça arrivait tardivement. Moi, en fait, j'ai commencé sur TikTok parce qu'il n'y avait aucun prof de maths francophone dessus. Et ensuite, je me suis mis sur Instagram, donc j'ai juste doublé les vidéos. Et là, pour faire mon site internet, j'ai débarqué sur YouTube. Mais en fait, YouTube, c'est juste mon hébergeur de vidéos pour mon site internet. D'accord, donc c'est ton premier choix TikTok C'est ça, et Instagram en deuxième choix. Tu exactement. cumules combien d'abonnés sur toutes chaînes confondues? On va faire un petit calcul. On est 400 000 sur TikTok, 70 000 sur Instagram et 5 000 sur YouTube, donc presque 500 000. Donc un demi-million d'abonnés Voilà, déjà c'est ça. pour une thématique qui est pas commune. C'est ça. Enfin, une thématique qui surtout effraie en France, qui crée des cauchemars. Comment t'en es venu à faire des vidéos en tant que professeur à l'origine? Alors, comme beaucoup d'enseignants en France, c'était la période Covid. Quand il y D'accord. a eu le premier confinement, on a tous été un peu désœuvrés parce que c'était le cirque sur les plateformes en ligne, enfin tout ce qui était ENT. On n'arrivait pas à communiquer avec nos élèves, on n'arrivait pas, en tout cas en temps réel. Donc, comme beaucoup, on s'est mis à faire des capsules vidéo pour que les élèves travaillent avec quand ils voulaient. C'était D'accord. vraiment un besoin qui est né du Covid. Et suite au Covid, donc le retour en présentiel, tu as continué à faire des vidéos. Alors surtout quand à la base j'avais commencé sur YouTube pour le coup, c'est vrai. Et donc c'était des vidéos très laides, très mal montées, qui donnaient pas forcément envie, mais voilà, il fallait quelque chose pour mes élèves. Et quand on est retourné en classe, bah, j'avais complètement arrêté. Et mes élèves m'ont dit, mais madame, faut continuer, allez sur TikTok, vous allez voir, ça va être génial. Donc ça, c'est mes élèves qui m'y ont poussé. D'accord. Donc il y a eu un accompagnement des élèves. C'est ça. C'est même eux qui ont trouvé le nom Wonder Woman. D'accord. Écoutez, c'est génial. Ça va créer une sacrée relation avec les élèves, ça. Exactement. Bah, surtout après une période de confinement, il y avait besoin de recréer du lien, de rendre les choses plus sympathiques. Donc ouais. Est-ce que du coup en classe, tes élèves à la fin ils t'appelaient Wonder Woman? Alors il y a eu une période de transition qu'il a fallu gérer parce que les élèves ont été trop à l'aise avec moi du fait que je sois sur les réseaux sociaux. Donc il a fallu que je refasse un peu le ménage et que je leur explique bien. Maintenant, on va bien séparer ma présence sur les réseaux de ma présence en classe. Donc je veux plus qu'on me parle de mes réseaux, à la limite au détour d'un couloir, mais plus en classe. Donc ils ont très vite compris. Quand il y avait une nouvelle année avec une nouvelle fournée d'élèves, hop, je remettais les pendules à l'heure et c'était bon. Donc non, on m'appelait plus Wonder Woman. Ok. Oui, donc c'est vrai que tes réseaux sociaux, quand on fait des interviews régulièrement ou quand on fait des vidéos, ça casse un peu ça casse un peu une barrière et les gens se sentent proches de nous alors Bah, que je finalement on se pense, et connaît pas. puis il y a un peu pas un cliché, mais cet imaginaire, quand on est élève,
qu'on va à l'école, on voit le prof à l'école. Et quand on quitte l'école, on a l'impression qu'il va nulle part, comme s'il rentrait dans son placard et que le lendemain il ressortait du placard, comme s'il n'avait pas de vie privée, de vie voilà, de personnel. Et donc le fait de me voir sur les réseaux sociaux, chez moi, de voir comment je m'occupe en dehors de l'école, bah ça normalise mon côté humain, on va dire. Et oui, ça rapproche. C'est pas, d'accord, ça fait un peu l'effet voyage scolaire. Euh, Exactement, je pense que c'est ça. Et donc, comme les élèves, ils n'ont pas cette habitude-là, je pense que ça a été quelque chose qui a été pas facile à gérer pour eux, de trouver le bon curseur pour pas trop déconner. Donc moi, je les ai accompagnés là-dedans, et puis voilà. Tu utilises dans tes vidéos beaucoup l'humour et un petit peu des problématiques. J'ai vu qu'il y avait des vidéos, par exemple, pourquoi l'iPhone fait des erreurs de calcul. J'ai vu aussi, voilà, des vidéos sur les différents théorèmes avec le théorème du sandwich, etc. Est-ce que l'humour, c'est quelque chose qui est important pour toi? Est-ce que tu l'utilises aussi en classe ou tu l'utilises que dans les vidéos? Alors, Quel est le but? j'utilise beaucoup plus dans les vidéos qu'en classe parce que c'est les codes TikTok. Normalement, TikTok, c'est pour divertir, c'est pour voilà passer du bon temps, décompresser du travail ou autre. Donc, si moi, je me ramène avec des cours de maths austères, bah, c'est sûr qu'ils vont swiper direct, ils vont dire non. Donc, je suis obligée de récupérer les codes TikTok du divertissement, de l'humour pour leur faire faire des maths en s'amusant. En classe, je le fais beaucoup moins parce que quand ils sont en classe, déjà, ils n'ont pas le choix d'être là. Il faut travailler. Donc oui, je vais faire de l'humour quand même pour rendre la chose plus cool, mais les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Et donc les codes TikTok, comment tu les as eus? Est-ce que c'est tes élèves qui t'ont inspiré? Est-ce que tu as regardé d'autres vidéos? Est-ce que tu as fait de l'écriture, de la création pure en fait? Au début, c'était juste en regardant les vidéos, parce que c'est vrai que moi, à la base, j'étais quand même sur TikTok en tant qu'utilisatrice. Donc voilà, je scrollais comme tout le monde un peu tous les jours. Et donc j'ai chopé les codes TikTok. Et il y a ce qu'on appelle les fameuses trends. Donc c'est des schémas de vidéos que tout le monde s'en empare et l'adapte à sa sauce. Donc moi, j'ai fait ça également pour les mathématiques. Mais sinon, non, c'est en tant qu'utilisatrice que j'ai appris les codes. J'ai vu et je sais pas si c'est représentatif de toutes tes vidéos sur TikTok, parce que je suis pas sur TikTok personnellement. J'ai vu qu'il y avait des thématiques périphériques aux mathématiques, comme ELISA, donc la notion par rapport à ChatGPT et la notion de politesse, les origamis, bon, qui reste quand même de la géométrie, hein, puisqu'on est sur du pliage. C'est des thématiques qui sont là aussi pour attirer aussi un public vers les mathématiques. Exactement, parce que en classe, on prend pas le temps de voir le côté fun des maths. On va leur apprendre à calculer, à appliquer des formules, à faire des démonstrations. Et parfois, quand même, on trouve le temps de mettre du concret là-dedans, ou même du ludique. Et c'est hyper important, voilà, sur TikTok, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut les divertir. Donc moi, je montre que les mathématiques, c'est pas seulement quelque chose d'utile, mais c'est aussi quelque chose de beau, de fun, d'agréable. Et donc oui, je vais piocher un peu partout. Et il faut quand même se dire qu'en ce moment, on est dans l'ère de l'IA. L'IA, c'est lié évidemment aux mathématiques avec les algorithmes. Donc oui, j'en parle avec le fameux effet ELISA. C'est le... Est-ce que tu as senti que tes vidéos, si on reste sur les vidéos pour le moment, avaient changé euh, le rapport aux mathématiques de certains de tes élèves? Est-ce que tu as senti un impact? Sur mes propres élèves, je dirais que non, pas mes vidéos, parce que il y a beaucoup de choses que je fais dans mes vidéos que je fais en classe. Déjà, la pédagogie, c'est quasiment la même. Elle est juste beaucoup plus personnalisée en classe. Et ouais, je peux pas mesurer l'impact puisque je fais la même chose D'accord. quasiment en classe. Mais par contre, il y a beaucoup de personnes extérieures qui me disent que oui, grâce à moi, ils retrouvent goût aux mathématiques, ils se rendent compte que les mathématiques, c'est utile au quotidien. Donc voilà, plutôt d'un point de vue extérieur, je m'en rends compte. Est-ce que t'as créé des vocations au sein de tes collègues professeurs? Des professeurs qui faisaient pas de vidéos, qui se sont mis à faire des vidéos parce que toi, tu faisais des vidéos. Non, je pense pas. Après, j'espère qu'ils entendront pas, mais la moyenne d'âge était au-dessus de 40 ans, on va dire. Moi, quand j'ai commencé mes vidéos, j'avais 25 ans.
Donc il y a eu un peu cette dissonance où ils comprenaient pas pourquoi je fais ça. J'ai eu un peu des petites moqueries au début, ils comprenaient pas parce que voilà, c'était pas leur culture du tout, les réseaux sociaux. Donc non, ils se sont pas lancés dans les vidéos. D'accord, donc il y a pas eu de vocation. Ouais, mais si peut-être que si j'avais été, j'imagine, dans un collège de région parisienne où il y a énormément de profs très jeunes, peut-être que là, oui, j'aurais motivé des collègues à faire des vidéos. Parce que t'es pas parisienne, donc tu es d'où? Non, je viens de Nancy, dans le Grand Est, et j'ai commencé ma carrière dans les Vosges, donc c'est dans la même région, donc j'ai vraiment pas quitté mon petit coin de France. C'est c'est les précurseurs qui viennent de province. C'est pour ça. Exactement. Est-ce que t'as un- est-ce que tu as un rapport à l'intelligence artificielle? Je crois que tu as monté une entreprise, donc avec Caroline Schiltz. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de Alors cette moi, au début, entreprise? comme beaucoup de profs, j'étais un peu effrayée par l'intelligence artificielle parce que ce que je voyais beaucoup apparaître sur les réseaux sociaux, c'était des applis qui fait ton DM à ta place, qui corrige tes exercices, qui va te créer de toutes pièces ta fiche de révision. Donc vraiment, ça a enlevé tout le travail pédagogique de l'élève. Donc moi, j'étais un peu effrayée par ça. Et c'est vrai qu'après, j'ai rencontré Caroline, qui avait déjà lancé monécole.i, mais avec la verticale medprof.i pour les étudiants en santé. Et là, elle m'a convaincue. Parce que l'idée, c'était vraiment, on prend l'IA à la maison pour nous aider à faire les devoirs et pas pour faire les devoirs à sa place. Donc vraiment, on a prompté le chatbot, pas pour qu'il fasse le travail à notre place, mais pour qu'il guide. Et là, j'ai trouvé ça hyper pertinent parce qu'on sait très bien que en France, surtout au collège-lycée, il y a beaucoup d'étudiants, d'élèves qui n'ont pas les moyens de se payer des enseignants particuliers. Il y en a beaucoup qui n'ont pas les parents disponibles à la maison et donc ils sont là, ils sont désœuvrés. Et puis alors, niveau égalité des chances, ça va pas. Donc c'est vrai qu'avec ces outils, eh ben, ils vont pouvoir avoir comme un prof de poche. Alors ce sera jamais aussi bien, aussi personnalisé qu'un vrai enseignant, mais c'est vrai que c'est un vrai soutien scolaire pour eux. Et donc là, ça m'a convaincue. Mais parce que comme Caroline, elle est enseignante, qu'elle a une très longue expérience là-dedans, elle a su paramétrer la chose pour que ce soit une vraie aide et pas juste une béquille. Tu, Tu parles donc d'un chatbot donc pour la médecine. Est-ce que vous avez développé ou vous avez l'ambition de développer un chatbot pour les mathématiques? Alors nous, on ne fait pas de chatbot par discipline, mais on a déjà créé monprof.i. Donc là, du coup, c'est la verticale pour le lycée, pour le bac. Et donc, on a commencé avec toutes les matières scientifiques, parce que dans l'équipe, on n'est que des scientifiques et nous, on veut garantir la qualité des contenus. Donc par exemple, on ne touchera pas à l'histoire tant qu'on n'aura pas un prof d'histoire pour s'en occuper. Donc on a toutes les matières scientifiques et du coup, il y a les maths. Mais l'avantage avec ce chatbot, c'est qu'il y a les maths, la SVT, la physique-chimie. Donc il n'y a pas besoin de prendre un chatbot pour les maths, un autre pour la physique. Voilà, il y a tout qui est compris dedans. D'accord. Donc on est sur un généraliste, un chatbot généraliste, Voilà. mais sur la matière scientifique et en Au français. lycée général. Donc l'idée, petit à petit, c'est de se développer et de créer des verticales pour les autres formations. D'accord. Est-ce que ce chatbot, donc il est déjà actif? C'est un projet? C'est déjà une Alors il est entreprise qui déjà, existe? oui, ça fait un an, alors ça fait 2 ans qu'on a lancé medprof.i et donc là 1 an qu'on a lancé monprof.i, donc il est accessible pour tout le monde. Il suffit d'aller sur le site internet monprof.i. D'accord. Et donc il y a déjà énormément de ressources scientifiques implantées dedans parce que c'est pas juste un chatbot qui va répondre à nos questions, il va vraiment intégrer des ressources faites main par des enseignants, donc des fiches de révision, des vidéos, des flashcards, tout. Alors, aujourd'hui, ton rôle euh, devient en fait ingénieur pédagogique Tout aussi. à fait. Qu'est-ce que ça change par rapport à un métier de professeur, ingénieur pédagogique? Alors pour caricaturer, moi je dis toujours que le professeur, il est ingénieur pédagogique plus maître de conférence. Donc en fait, ingénieur pédagogique, c'est le métier d'enseignant à la maison. Le fait de réfléchir à une séquence pédagogique, de créer le contenu, d'élaborer les évaluations, puis évidemment les corrections, mais vraiment toute la partie élaboration.
Et le maître de conférence, une fois qu'il a élaboré tout ça, il va tout donner à ses élèves, partager avec ses élèves. Donc ingénieur pédagogique, c'est vraiment la partie en amont où je réfléchis à toute la séquence pédagogique. Et le fait de travailler donc sur monécole.ai fait que ta casquette d'ingénieur pédagogique est beaucoup plus importante que maître de conférence. Tout à fait. En fait, Oui. j'ai enseigné pendant 10 ans en éducation nationale et depuis 1 an, je suis ingénieure pédagogique à Formations à Strasbourg, donc pour les étudiants en santé. Et ça m'a permis de développer de nouvelles compétences numériques. Et tout ce cocktail-là fait que j'apporte beaucoup de compétences à mon prof.ai. Vous êtes quand même une des rares entreprises à utiliser et intégrer l'intelligence artificielle de cette manière face aux GAFAM et aux grands groupes américains. Comment tu vois l'évolution, l'utilisation de la technologie dans l'éducation dans les prochaines années? Est-ce que tu penses que c'est la bonne voie de l'intelligence artificielle et les chatbots? Ou En est-ce que fait, je pense qu'on a dépassé le stade de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'on est pour ou contre. En fait, c'est là, ça va arriver, on n'a pas le choix et ça va se développer. Donc nous, vraiment, notre idée, c'est pas est-ce que c'est bien, pas bien, c'est comment faire pour que ce soit bien, puisque de toute façon, c'est là. Donc le premier axe, évidemment, c'est de preuve des enseignants expérimentés et compétents. Pas des ingénieurs, des codeurs uniquement, vraiment avoir l'expertise pédagogique. Et ça, il n'y a que des enseignants expérimentés qui peuvent le faire. Et du coup, le deuxième axe, c'est de un peu surpasser ce côté, je vous donne toutes les solutions tout de suite. Et nous, c'est vraiment d'éduquer l'intelligence artificielle pour qu'elle guide. Donc par exemple, on avait fait un essai où moi, je filmais ma correction d'un exercice. Je lui demandais est-ce que c'est bon ou pas. Donc soit il me disait oui c'est bon, génial, soit il me disait c'est pas bon, mais il allait pas me balancer la correction, il allait me pointer mes erreurs, comme fait un prof. Et du coup je devais me remettre dedans pour corriger mes erreurs, et etc. Donc vraiment l'intelligence artificielle, c'est là on n'a pas le choix, mais il faut vraiment l'utiliser comme un guide et non comme quelque chose qui va remplacer tout ce qu'on fait. D'accord, donc vous êtes un peu formateur, de formateur intelligence C'est artificielle. ça. En fait, on forme pas des enseignants, on forme l'intelligence artificielle. T'as fait une vidéo, tu as fait une vidéo sur TikTok, ou sur les réseaux sociaux qui dit personne n'est irremplaçable. Tu Exactement, ouais. parles du syndrome du sauveur euh, pour Les enseignants. pour les enseignants. Alors, dans mes connaissances, j'ai beaucoup de professeurs effectivement qui, après le Covid, non pas forcément pendant le Covid, sont tombés en burn-out. Est-ce que tu as des conseils à donner, des conseils à donner pour éviter Moi, euh, c'est justement ce qui m'est arrivé, donc bien après le Covid, hein, mais je suis passée par une grosse époque, une période de burn-out. Et vraiment, ce qui m'a aidé, c'est ce changement de perspective. On se met en burn-out enseignant parce que nous, on veut tellement bien faire, on est vraiment guidé par la passion du métier, on veut vraiment aider nos élèves. Et en fait, on se met souvent, et je dis pas qu'il y a que nous, hein, mais on est beaucoup responsable de notre burn-out parce qu'on se dit, mais sans nous, tout va s'écrouler, on a trop besoin de nous. Donc moi, je veux vraiment, il faut changer de perspective. Des enseignants en France, il y en a plein. Pas assez, mais il y en a plein. Donc si on se retire pour se reposer, quelqu'un fera le job à notre place. Et il le fera très bien. Il faut avoir aussi confiance aux autres enseignants parce que souvent c'est ça. Hein. On se met en arrêt, on va dire oui mais le prof il va arriver, il va pas faire les choses bien, il va faire le cirque. Et quand je vais revenir ça va être encore plus de travail. Non, il faut apprendre à faire confiance aux collègues qui vont nous remplacer. Donc c'est pour ça que je dis personne n'est irremplaçable. C'est vraiment pour déculpabiliser. Si on est remplaçable, tu as le droit de te prendre un arrêt maladie, tu as le droit de te retirer, de te reposer et on va te remplacer et c'est très bien. est-ce que du coup, prenant cette analogie, sans vouloir être remplacé, est-ce que ça peut être monécole.ai, le fait d'avoir des assistants qui puissent aider les élèves? Est-ce que, au-delà de remplacer, est-ce que ça peut pas donner justement des amortisseurs et des respirations aux professeurs, ce genre de technologie? Alors là, tout de suite, moi, personnellement, je déconseillerais de l'utiliser en classe, parce que c'est vrai que ça peut être pratique quand on est un prof seul face à 30 élèves, se dire qu'ils vont utiliser l'IA pour se corriger en classe.
Alors là-dessus, je suis pas tellement pour parce que la personnalisation n'est pas la même qu'avec un enseignant. Et si on fait ça, eh ben, l'élève ne va plus appeler l'enseignant. Et l'enseignant, il pourra pas surveiller l'évolution de ses élèves. Ou alors, il faudra bien qu'il pense à aller voir tout le monde pour voir où ils en sont. Ça, je le déconseille. Par contre, ce qui est très bien avec mon prof.i que moi j'utilise, c'est à la maison pour préparer mes cours. Ça me fait gagner beaucoup de temps. Par exemple, quand je veux créer les rituels de début d'heure, je demande à l'IA, crée-moi 3 questions sur le théorème de Thalès. Et lui, il va me le faire en 2 secondes, alors que moi, forcément, ça aurait pris un peu plus de temps de réfléchir au nombre choisi, etc. Donc, ça peut être un gain de temps, mais pour la partie travail à la maison, pas en classe. En classe, il faut vraiment... je pense que ça fait du bien une pause numérique en classe aussi. Oui. Ok. J'ai plus de questions. Merci en tout cas pour tes Merci. réponses. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Est-ce que tu as Non, ça me quelque chose à partager? paraît tout bien. Ok, C'était en tout un cas, je te plaisir remercie. d'échanger. Je te remercie beaucoup pour ce premier entretien. Peut-être que je reviendrai vers toi si peut-être pour voir l'évolution de ton produit et aussi de ta chaîne et de ta Ok, carrière. merci. En tout cas, merci beaucoup et je te dis à bientôt. Et c'était un Peut-être. plaisir de m'avoir invité. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Comment ça, c'est le volume d'une boule? Il sort d'où le 4/3? Pour déterminer le volume d'une boule, on sert du volume d'un cône. Mais attention, les deux solides doivent avoir la même hauteur et le même rayon. Et pour mieux comprendre cette formule, on va faire une expérience. Mais non, c'est pas de la chimie. On remplit à ras-bord le cône, puis on déverse entièrement le contenu dans la boule. Je remarque qu'en remplissant 2 fois le cône, je remplis la boule sans que l'eau ne déborde. J'en déduis que le volume de la boule est égal à 2 fois le volume du cône. Et pour calculer le volume du cône, il faut faire 1/3 fois pi fois le rayon au carré fois la hauteur. Et rappelle-toi, la hauteur du cône est la même que celle de la boule, c'est-à-dire 2 fois le rayon. On a donc cette formule à simplifier. Rayon au carré fois rayon se simplifie en rayon au cube, et 2 fois 1/3 fois 2, ça donne le fameux 4/3. Et voilà la formule de la boule. Alors évidemment, ceci n'est pas une démonstration. Il s'agit d'une conjecture émise à partir d'une expérience visuelle.